Baptiste Médard, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on a l'inspiration pour une musique sur une pièce comme celle-là, sur un spectacle comme ça, qui véhicule quand même du lourd, du très lourd, il y a un climat, il y a l'ambiance, il y a un message. Comment est-ce qu'on arrive à mettre de la musique, des notes sur des mots comme cela? Alors j'ai vu la pièce, bon j'ai lu déjà le livre de Jean-Claude Carrière, j'ai vu l'adaptation qu'on avait fait Pierre Lambert, je l'ai lu, et puis j'ai assisté aux premières répétitions donc quand ils étaient justement sur ce plateau ou derrière, je ne me rappelle plus, mais en tout cas on était dans ce lieu du Théâtre Mansart, et puis j'ai vu les premières répétitions, j'en ai vu 2 ou 3. Et le fait de voir effectivement les mots s'entrechoquer de Jean-Claude Carrière, j'ai pensé à quelque chose d'assez sobre, et j'ai préféré donc tabler sur un contraste entre une voix et un instrument simplement. C'est pour ça que j'ai choisi donc la viole de gambe, qui est aussi utilisée, qui est l'ancêtre en quelque sorte du violoncelle, et puis donc un instrument baroque. Et puis la voix pure avec très peu de mélisme, avec des sons plutôt continus et très peu de virtuosité en fait. Et je me suis inspiré aussi d'œuvres de musique religieuse, en tout cas au niveau du texte. On a entendu quelques parties de messe, Kyrie eleison, etc. C'est une messe que j'avais d'ailleurs composée auparavant à quatre parties, et j'en ai pris simplement 2 parties. J'en ai pris deux voix simplement. Et puis autrement, en ce qui concerne les autres pièces, eh bien, il y a eu des confrontations. Il y a un moment, l'ouverture, où on entend 2 voix, effectivement. Bon, c'est la même soprane qui fait les 2 voix, en re-recording avec la viole de gambe. Et là, c'est plutôt d'inspiration assez proche de Purcell, avec une basse obstinée. Mais on a des formes relativement simples, sobre. Je pense qu'il ne fallait pas non plus apporter de la difficulté dans l'écoute. Il fallait que les mots restent très présents au premier plan, et que la musique ne soit pas quelque chose qui puisse gêner en fait le discours et puis le propos de Jean-Claude Carrière, tout simplement. Apparemment, nous avons ici un homme. Bonsoir. Bonsoir. Metteur en scène de la controverse de Valladolid, à laquelle on vient d'assister. Oui. Qu'est-ce qui vous a guidé pour choisir un texte comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'actualité? Est-ce que ça vous a parlé, ou est-ce que c'est une vision de l'histoire, ou est-ce que c'est vraiment en lien avec l'époque un peu folle dans laquelle on vit? Je pense que l'époque actuelle y est pour quelque chose, oui, et puis je ne suis pas insensible à la souffrance des hommes, et je suis toujours assez désespéré de voir comment les hommes peuvent déployer une cruauté, une violence, voire une barbarie les uns à l'égard des autres. Et on a toujours, beaucoup de gens, je pense, sont comme moi, et rêvent d'un autre monde. Et 5 siècles après ce que nous décrit la controverse de Valladolid, on s'aperçoit que les choses n'ont pas beaucoup changé, et que dans le monde contemporain, on a encore beaucoup de barbarie, d'atrocités, de gens maltraités, malmenés. Et donc l'homme, plutôt que établir un vivre ensemble positif et bienveillant, et souvent qu'on contribue à s'autodétruire et à vivre mal, quoi. Est-ce qu'on peut dire que dans le texte de Carrière, ainsi que dans l'épisode historique, puisque le texte de Carrière est écrit évidemment, et romancé, et mis en dramaturgie, mais ça s'est vraiment passé, l'épisode a vraiment eu lieu, enfin en 2 fois, autant que je me souvienne, mais est-ce qu'on peut dire que ça a appelé, 2 siècles après, le siècle des Lumières? Est-ce qu'il y a une forme d'humanisme qui passe, à votre avis, dans cette pièce? Ben, je pense, en tout cas surtout du point de vue de Las Casas. Las Casas, on peut dire que c'est un des premiers humanistes qui commence à réfléchir, et particulièrement à l'intérieur de l'Église. Sa position est très courageuse. La preuve, c'est qu'au moment de la Révolution française, il y a un abbé, je crois que ça doit être l'abbé Grégoire, qui s'est inspiré de ces textes pour rédiger la Déclaration des droits de l'homme.
Donc on peut dire que ce texte est une espèce de première étape de l'homme qui réfléchit un peu sur son action, sur ce qu'il fait, ou sur ce qu'il ne devrait pas faire, et qui en tire des conclusions, quoi. Sans parler des serpents, des scorpions. Et les Indiens n'aiment pas travailler pour nous, ils essaient tout le temps de s'enfuir. Jérémy Pierrin, bonsoir. Bonsoir. Bon, on vous voit passer en moine anonyme, mais le moment le plus important pour vous sur le plateau, c'est quand vous êtes un colon, limite supportable aujourd'hui dans le discours. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut défendre avec l'énergie que vous mettez un personnage aussi désagréable que celui-là? Il est désagréable dans le sens où on veut bien l'entendre. C'est quelqu'un qui veut surtout protéger ses intérêts, qui n'est pas forcément mauvais en tant que tel. Enfin, dans le contexte dans lequel il est, pas forcément. Avec le regard qu'on en a aujourd'hui, oui. Mais il peut faire penser à certaines personnes qui ont des tendances extrémistes aujourd'hui, tout ça parce qu'ils vivent dans un contexte difficile et donc ne pensent forcément qu'à eux-mêmes et pas forcément à quelque chose de plus large ou de meilleur pour l'ensemble des personnes. Quand vous dites, vous faites allusion à l'époque actuelle, ça veut dire ça vous parle, c'est un texte qui ramène à des préoccupations qui sont quotidiennes, qui ne sont aujourd'hui oui, je pense que c'est un texte qui est très très contemporain, en dehors du fait que ça parle d'un événement qui a plus de 400 ans. Ça reste un texte extrêmement moderne, de par les thèmes qui sont abordés, qui sont malheureusement aujourd'hui toujours d'actualité. Il y a toujours des problèmes auxquels les gens de tous les jours, comme le personnage que j'incarne, rencontrent, et donc soit ils agissent comme ce personnage, c'est-à-dire à penser à leur bien-être au détriment de centaines de milliers de personnes, en l'occurrence les Indiens, ou bien alors ils mettent leur orgueil, leur fierté de côté, leurs intérêts de côté, ils pensent à l'intérêt du plus grand nombre. C'est malheureusement un problème qui sera sûrement éternel d'ailleurs. Oui, c'est malheureusement probable. Malheureusement, oui. Une question tout à fait personnelle, vous êtes le plus jeune sur le plateau, d'où est-ce que vous venez? Alors je viens de Dijon, j'ai fait le conservatoire de Dijon, donc je suis sorti de la classe d'Eva Levinson l'année dernière. Voilà. Donc Pierre Lambert, le metteur en scène, m'a donné ma chance au mois de juin 2010 pour avoir des essais sur cette scène même. Et j'ai eu la chance et la grande surprise d'être rappelé au mois de novembre qui a suivi pour entamer cette aventure donc avec mes compagnons. Donc je suis très content de pouvoir être avec des comédiens qui ont autant d'expérience qu'eux, qui sont en même temps très généreux et m'ont toujours pris comme leur égal et pas seulement comme le petit jeune de l'équipe. Ok. Merci. C'est moi qui vous remercie. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Pierre, bonsoir. Bonsoir. On vient d'assister à la présentation, la controverse de Valladolid. Manifestement, vous êtes le personnage le plus attachant, le plus positif, on va dire. Las Casas, celui qui défend les Indiens, celui qui a le plus d'humanité en lui, bien qu'avec une foi religieuse très ancrée, qui peut amener à certaines, aujourd'hui avec le recul, 400 ans après, certaines dérives, mais comment est-ce qu'on arrive à trouver, quand on est comédien et qu'on a un rôle comme ça, à ne pas le caricaturer, lui donner vraiment l'humanité que vous lui donnez, parce que vous êtes une crédibilité qui est étonnante. D'abord, je voudrais dire que ce personnage, enfin, il faut qu'il y ait cette opposition justement avec Sepulveda. C'est très très important parce que s'il n'était pas là, évidemment, et il n'avait pas cette façon d'être, le personnage de Las Casas n'aurait pas de couleur non plus. Hein. Mais pour répondre à votre question, il suffit d'être le plus naturel possible. Il faut essayer de se replonger d'abord dans la situation de l'époque. Moi, j'ai lu beaucoup, quand même, sur cette période, et notamment sur Las Casas, sur ce personnage lui-même. Voilà. Et le personnage, vous avez lu, donc vous savez qu'il n'était pas aussi... c'est pas manichéen, il avait des zones d'ombre lui aussi, il a eu... Oui, mais parce que c'était... Il a exploité aussi des terres, et il y a eu des révoltes, il y a eu des Espagnols qui étaient avec lui, qui ont été tués, qui ont... Bon, c'est un peu trouble quand même. Oui, mais on le dit d'ailleurs dans la pièce, il a eu des esclaves, mais justement pour protéger ses Indiens en même temps. Vous voyez ? Non, je crois qu'il a vu vraiment une action importante dans ce domaine. C'est un personnage qui a un grand poids, une grande force intérieure, et il est guidé par ça, quoi. Il y croit vraiment. Il est sincère, mais comme
comme dans la vie, on ne fait pas les choses toujours comme on le voudrait. Alors quelquefois c'est difficile pour arriver au but. C'est ce qui lui est arrivé dans la réalité. Mais je crois que Carrière a réussi à trouver l'essentiel du personnage et lui a donné toutes ses caractéristiques. Hein, voilà. Je vous ai bien écouté, croyez-moi. Mais je dois vous rappeler que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas nous décider sur la cruauté des Espagnols. Alors, Michel Melki, bonsoir. Bonsoir. Le légat du pape, la controverse de Valladolid a un rôle puissant. En même temps, tout en subtilité, tout en finesse, il y a un choix à faire, un choix qui va déterminer 4 siècles après de traite des Noirs, et puis qui est un texte qui appelle 2 siècles après le siècle des Lumières, l'humanisme. Comment est-ce que vous, comédien, vous êtes imprégné de ce rôle? Comment vous avez trouvé l'équilibre entre le bien et le mal, je dirais, puisqu'on est aussi dans ce débat-là? Qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit sauver? Est-ce que toutes les guerres saintes sont justes? Est-ce que toutes ces questions existentielles que vous vous posez, que vous nous posez? Oui. Tout d'abord, le choix est pas facile, et même dans les répétitions, je peux avouer que quelquefois, je disais à mes partenaires, tiens, ce soir, je vais lui donner raison à lui. Bon, évidemment, c'était de l'humour, parce que il sait pas, pendant toute la pièce, il sait pas à qui il va donner raison, parce que l'autre Las Casas paraît être un illuminé. Il ne sait pas que... Il hésite, il a des hésitations. Moi, je pense qu'il n'a pas de certitude. Ce qui nous habite tous, d'ailleurs. On est tout le temps, on ne sait jamais les choses. Hein, pour qui on va voter, est-ce qu'on va voter comme ci, comme ça. On hésite tout le temps. On est... Ah oui, non, on peut avoir des certitudes. À un moment donné, on peut avoir des... À un moment donné, on a des certitudes. On peut avoir des certitudes. Pas si simple que ça. Mais c'est vrai qu'on est toujours, on est à l'écoute. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des moyens de communication modernes, et donc on écoute. Ah tiens, il a dit ça, oui, mais ça me plaît moins. Alors que j'avais dit que c'était bien de voter pour lui, là j'ai moins envie. Ben, là c'est un petit peu ça, le gars, il est dans l'hésitation, et moi j'aime bien ça. J'aime bien, c'est quelque chose qui m'habite un peu, l'hésitation, savoir les choses. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Qui détient la vérité? Qui détient la vérité? Comment on peut savoir? C'est une grande question, presque. C'est la question de l'humanité, la vérité. Hein. C'était l'organe en Russie, et ça s'appelait la Pravda. La Pravda, ça voulait dire la vérité. La vérité, hein. Qui la détient? Est-ce que c'est le légat, l'envoyé du pape? Il faut savoir que ce légat, c'est quand même l'envoyé de Jules II, qui était Jules II, qui était un pape qui a éliminé Borgia. Et Borgia, qui était une crapule finie, je ne sais pas si vous avez vu la série à la télévision, qui était un type assez extraordinaire. Hein, voilà. Bon, moi, je suis habité par le doute, et c'est un régal de faire ça. Après vient la certitude. Ce que raconte Las Casas, les massacres et tout ça, même s'il a une hésitation, il finit par le croire. Et puis, il y a la croyance en Dieu. Donc moi, alors c'est assez drôle, je représente les gars du pape, et il faut pas le dire peut-être, je suis un croyant. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu. Mais là, j'y crois. C'est bizarre, c'est contradictoire. Là, je me donne l'impression de croire en Dieu, que quelqu'un peut m'habiter et peut me dire ce que je dois faire. Je ne sais pas si je suis pas très clair, mais si. Je suis ça passe complètement. Hein. De la même façon que, par exemple, moi qui suis un incroyant, quand je rentre dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée, je suis extrêmement respectueux et habité. Et pas du tout... je me dis, il y a quelque chose de plus fort que moi, et plus fort que mon incroyance. C'est bizarre, hein, c'est encore plus fort, c'est ce que je dis. N'est-il pas vrai que même les ignorants, même les barbares font partie du corps mystique du Christ? Jacques Develay.
le Sepúlveda, le philosophe, mais philosophe, on dirait, je sais pas, ça me fait un peu penser à BHL aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas le philosophe tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, généreux, humaniste. Il y a une bonne dose quand même de sectarisme dans son discours, même si Aristote est le prétexte. Mais comment est-ce qu'on peut, avec la maestria qui est la vôtre, entrer dans un personnage comme ça et lui donner la crédibilité que vous faites passer sur le plateau? Vous êtes d'un cynisme, d'une cruauté qui a glacé ce soir la salle. Tant mieux. Mais je sais pas, je dois m'appuyer par exemple sur BHL peut-être. Non, c'est tout le paradoxe du comédien, ça. C'est n'est-ce pas c'est Dutronc qui disait mais si je dois jouer un borgne, je me crève un œil. Mais il y a deux écoles, il y en a plein même d'ailleurs. C'est toujours cette chose éternelle de l'acteur. Oh, mais s'il est si méchant que ça, qu'est-ce qu'il doit être dans la vie? Je l'ai déjà entendu parce que j'ai eu d'autres rôles comme ça. Puis alors, par contre, on le dit jamais quand les gens ont des personnages positifs. On dit jamais oh, mais qu'est-ce qu'il doit être bien dans la vie. C'est toujours un truc. Les méchants attirent beaucoup. Je crois quand on est acteur, il est évident que c'est plus agréable de jouer entre guillemets, parce que je dis entre guillemets par rapport à Sepúlveda, un salaud, parce que je pense pas que ce soit un salaud. Non, pas vraiment non plus. Mais c'est toujours plus agréable, il y a quelque chose à creuser d'un infiniment plus difficile pour atteindre ça que d'un personnage qui serait plus d'emblée dans le positif, comme a priori Las Casas, qui d'ailleurs au départ, moi c'est vrai que sur cette pièce j'avais plutôt envie de jouer Las Casas. Et je trouve que le fait que Pierre m'ait distribué dans Sepúlveda, au début, ça m'a... Voilà, quand on est distribué dans un rôle qu'on n'attend pas, bon. Et puis finalement, je prends un plaisir énorme à jouer ce personnage, et je trouve que... Vous n'êtes pas le seul. Pierre a eu raison, parce que Las Casas, c'est parce que, connaissant beaucoup l'histoire de l'Église, ces choses-là, d'emblée, j'avais envie d'aller vers ça, c'était plutôt une facilité, je veux dire. Et là, de jouer ce philosophe, même si j'aime beaucoup aussi la philosophie, mais c'est vrai que c'est pas une philosophie, il fait pas partie de la grande famille des philosophes depuis Aristote jusqu'à Michel Foucault. Enfin, c'est un philosophe, oui, guerrier, c'est un peu, oui, on pourrait dire, c'est le BHL de l'époque, c'est un philosophe qui participe au pouvoir. Donc à partir de là, il est forcément, il choisit un camp. Et au nom de cette foi qu'il défend, ou de la religion et des arcanes de la religion, de la théologie, parce que c'est un penseur quand même, il justifie des choses, comme BHL l'a fait pour la Libye par exemple. Ça, il cautionne, à travers un discours philosophique, une position qui est celle de la guerre sainte quasiment. Oui, oui. De toute façon, dans l'histoire de l'Église, il a bien fallu qu'il y ait des gens comme ça pour que les choses se fassent. Ça n'a pas été seulement la décision des papes ou des cardinaux. Il y a eu un accompagnement séculier des philosophes, des intellectuels qui ont accompagné l'Inquisition. L'Inquisition n'aurait jamais existé toute seule. Il y avait un espèce un accord tacite dans la société, je crois, pour que ces choses-là puissent exister. Le massacre des Indiens, Sepúlveda prend le parti des conquistadores. Donc il est du côté de l'impérialisme, du pouvoir qui va s'établir là-bas. Et au nom de ce pouvoir s'établit au nom de Dieu, et Dieu dit qu'il y a des races. Il s'appuie aussi sur Aristote, même si Aristote... il fait dire à Dieu finalement des choses qu'Aristote a d'abord dit. Et Dieu n'a jamais dit, et le Christ n'a jamais dit, il y a des races supérieures, des races inférieures. Et c'est vrai que ça va très loin, Sepúlveda, il incarne, il y a malheureusement dans l'histoire un peu plus lointaine, des gens qui ont parlé comme lui, il y a des races supérieures et inférieures. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. On sait ce que ça a donné.